bonjour Jean-François Noubel. Bonjour. Donc ça fait partie de mon métier sociologiquement d'étudier les êtres humains, les populations, les sociogroupes, les tendances. Ça fait partie du métier de prospectiviste, de futurologue. Et effectivement, en vous, je trouve un animal tout à fait étrange, un individu rare, on pourrait dire une baleine blanche, pour reprendre l'image de Moby Dick, enfin, parce que vous avez implémenté dans votre vie, non seulement réfléchi, mais implémenté dans votre vie toute une série de changements qui fait qu'au fond, vous réinventez dans la pratique très concrète, quotidienne, votre propre vie. On a parlé de beaucoup des concepts qui vous animent. Est-ce que vous pourriez nous parler, à la fin, nous donner vos secrets, entre guillemets, les secrets de Jean-François Noubel sur sa vie quotidienne? Par exemple, on a vu pendant les vidéos que vous ne répondiez pas immédiatement à mes questions. Vous preniez un temps, une respiration. Mais il n'y a pas que ça, parce que moi je le connais bien, vous avez une multitude d'autres originalités. Alors pourriez-vous nous parler de quelques-unes de ces caractéristiques originales qui vous fait de vous un individu du futur? Alors, du futur, je me trouve on bien peut espérer prétentieux. que c'est le futur plutôt que le passé. Bon, en tout cas, j'essaye de m'intéresser à l'évolution en général et ça me semble honnête de m'y intéresser si je vois comment moi je peux évoluer. Hein, donc, ça me semble déjà effectivement un petit peu plus concret. On peut avoir une grande facilité intellectuelle à parler de l'évolution, comment les autres pourraient faire, et puis on ne se voit pas dans l'équation. Donc, oui, j'essaye de me mettre dans l'équation et voir si des choses marchent pour moi. Elles peuvent peut-être en intéresser d'autres, et je n'en fais pas pour autant des systèmes politiques. Donc je ne dis pas que tout le monde devrait faire ça, je veux vraiment démarrer avec cette précaution d'usage. Alors oui, vous m'avez vu effectivement respirer. J'ai fait ce choix, il y a de nombreuses années maintenant, de décider dans ma vie de toujours respirer, de m'accorder une longue respiration avant de parler. Enfin, j'entends à partir du moment où on a une conversation engagée, pour se dire bonjour, au revoir, ou vous avez l'heure, ou passe-moi le sel, on n'a pas besoin. Mais dès qu'on engage une conversation, de respirer. Alors, pourquoi ? Déjà, effectivement, ça casse un code social. Par exemple, dans notre société très française ou très latine, on n'arrête pas de s'interrompre. Je vois rarement les gens finir leur phrase. Donc, finalement, ça montre une structure de conscience, et je dis sans vouloir culpabiliser, juste avec un regard neutre. À partir du moment où j'interromps quelqu'un, ça veut dire que ce que j'ai à dire s'avère plus important. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Je n'ai pas de jugement dessus, mais je passe à une autre forme de conscience. Quand on parle les uns juste après les autres, finalement, on fait fonctionner aussi notre pilote automatique. On ne laisse pas le temps à notre esprit, à notre être, à notre cerveau, d'aller s'ouvrir à plein d'autres formes de perception et de possibilités. Quand je prends cette respiration, même une respiration, même si elle ne dure pas très longtemps, et je peux en prendre plusieurs parfois, et même passer du temps, pas dans une émission télé, là ça ferait quand même un peu court, un peu lourd, mais ça me permet d'aller visiter mes émotions. Ce que je voulais dire immédiatement, comme une sorte de réflexe ou d'une envie de pousser quelque chose, allez, je le mets sur l'étagère et je laisse venir d'autres choses. Je fais le vide. Ça permet l'inspiration. Ça permet de vraiment canaliser d'autres possibilités, même les plus absurdes, de laisser venir d'autres choses. Ça me met en état de perception de l'autre aussi, ou des autres, de ce qui se passe autour de moi. Et finalement, je pourrais dire peut-être exactement la même chose, ou d'autres choses différentes, mais peu importe, ça viendra d'un autre endroit. Après, si on fait un petit scanner, on verra aussi que j'ai activé une autre zone de mon cerveau, mon préfrontal, celui de la méditation, et donc d'aller chercher d'autres possibilités, d'autres facultés que je n'utilise pas si je fonctionne dans les codes sociaux classiques. Donc, ça touche à une question finalement très concrète d'intelligence collective. Un groupe, une société ou un comité de direction ou de gens qui travaillent ensemble, de collègues ou une famille, qui fonctionne sur le mode classique du code social classique, eh bien, on s'interrompt les uns les autres, on parle en tout cas tout de suite après les uns après les autres, on ne laisse pas de temps pour le silence, donc on ne laisse pas de temps pour d'autres facultés d'inspiration, de cognition, de perception, de sensation, d'émotion que l'on peut avoir. Et finalement, on se prive de cette extraordinaire caverne d'Ali Baba, où on peut aller chercher tellement de choses. Ça a eu plein de conséquences dans ma vie, notamment le fait de respirer fait que je ne peux parler qu'avec la permission des autres. Si je respire, en général, on m'interrompt très très vite.
et bien finalement, ça veut dire que les autres n'ont pas besoin de moi. Même souvent, je me trouve invité dans des conversations pour me faire parler, et comme je respire, en fait, je parle très peu. Bon, ça n'a aucune importance, ça ne me vexe pas, mais ça me laisse le temps, moi, d'aller chercher d'autres choses, de réfléchir à plein de choses. Donc plein de vertus. Et j'ai vu ensuite, il y a de plus en plus de gens que je connais dans le monde qui ont choisi de faire ça, individuellement ou collectivement, et qui énoncent des transformations considérables pour eux-mêmes. Voilà un exemple. Alors, après, il y a d'autres. Là, j'en ai donné un dans les codes sociaux, il y en a d'autres dans d'autres domaines. En analyse transactionnelle, on parle souvent du triangle infernal, le bourreau, le sauveur et... c'est le bourreau, le sauveur... Le sauvé, non ? Et la victime. Voilà, le bourreau, ouais. Et effectivement, le fait de prendre cet espace de silence, en fait, permet de sortir un peu du triangle infernal et de libérer l'adulte et l'enfant, l'enfant libre, l'enfant qui est, vous l'avez très bien évoqué, c'est-à-dire que c'est en même temps une distanciation. Est-ce que je suis en train de réagir dans mon triangle infernal, ou est-ce que je prends un peu de distance? Est-ce que j'ai envie de répondre en adulte? Est-ce que autour de moi, les autres me laissent répondre de cet endroit-là? Et est-ce que je peux libérer mon enfant libre? Est-ce que je peux faire un peu d'humour, des choses comme ça? Alors, est-ce que vous avez d'autres pratiques que vous pourriez partager avec nous qui ont changé votre vie, Parce que je crois que les jeunes aujourd'hui, bon, les moins jeunes aussi, mais quand on étudie la génération Y, Z, on voit ce besoin de cohérence. C'est-à-dire, ils disent le plus important, c'est d'être ce qu'on veut faire advenir dans le monde. Oui, il y a plein d'autres choses. Je peux prendre un autre exemple dans la langue. Finalement, une langue constitue un objet collectif, un outil collectif. Nous parlons français, et comme dans toute langue, une langue repose sur une sédimentation d'histoire et de représentation du monde, pour certaines extrêmement anciennes, voire archaïques, qui aujourd'hui peuvent nous desservir. Je n'ai pas de jugement, encore une fois, il faut voir simplement ce dont on a besoin. Alors j'ai fait un choix, notamment en français et en anglais, de langues que je parle couramment, de parler différemment. Vous ne l'avez peut-être pas encore constaté, en fait un changement important. Je parle en français dans ce qu'on appelle le F'. F' pour français, et prime, une dérivée du français, de la fonction français, ou en anglais je dirais en E'. Ça veut dire que je n'utilise pas le verbe être. D'accord. Et je n'utilise pas le verbe to be en anglais. Alors pourquoi? Je peux dire par exemple, cette émission est barbante. Je vous dis ça, je ne laisse pas le choix. Ou elle est géniale, peu importe. C'est un jugement. Un jugement absolu, figé ad vitam aeternam, qui ne vous laisse pas le choix de votre propre subjectivité et qui, moi, me sépare aussi de moi-même, puisque je ne réalise pas que, finalement, j'énonce quelque chose qui relève de ma création de l'expérience. Si je dis maintenant, je trouve cette émission géniale ou barbante, ou je trouve un tel timide ou crétin ou génial, peu importe, eh bien là, j'énonce une expérience subjective, je me relie à moi-même et je vous laisse le choix d'avoir une autre expérience. Premier point. Deuxième point aussi, à partir du moment où je dis je trouve, je ressens, je crois que, je vois que, etc., eh bien, j'énonce une réalité impermanente. Elle peut changer. Quand je dis c'est, ça ne bouge plus. Figé, ad vitam aeternam. Troisième chose, quand je dis les choses sont ou ne sont pas, être ou ne pas être, je développe une pensée aristotélicienne, autrement dit binaire. Ça veut dire que je décris toute une réalité sur des modèles binaires. La réalité fonctionne-t-elle comme ça? Je ne le crois pas. Je crois qu'elle a des modes beaucoup plus fluctuants. Et donc, le fait de supprimer le verbe être me raccroche, me permet de décrire, et en moi-même, dans la langue intérieure, mais aussi avec les autres, une réalité beaucoup plus impermanente, beaucoup plus fluctuante, non binaire. Et ça a des vertus à la fois intérieures et extérieures, évidemment, considérables. Alors, ça ne résout pas tout. Il y a des langues qui n'utilisent pas le verbe être, donc je ne dis pas qu'il faut faire ça dans toutes les langues, mais je crois que chaque langue, on a des moyens de la faire évoluer. Mais ça demande après d'aller déconstruire des choses au fond, parce que là, on a des structures sémantiques engrammées en nous depuis la naissance, et ça demande une recherche intérieure à la fois longue, souvent difficile, mais en même temps passionnante. Moi, je vois de plus en plus de gens qui passent à ça, parce que j'en ai parlé, et ils trouvent ça vraiment intéressant. Ils écrivent mieux, ils parlent mieux, ils se sentent mieux. Voilà un exemple possible d'évolution très concrète, immédiate dans le corps. On n'a pas besoin de faire des investissements très, très lourds. Ça me rappelle
un échange entre le roi Soleil et un de ses sujets. Et le roi Soleil dit à son sujet, faites de l'humour à mon sujet. Et le courtisan répond de manière brillante en disant, le roi n'est pas un sujet. Effectivement.